et leur bassin monumental de Penwet. Ici, les géants sont de ferraille et se nomment Bretagne ou Normandie. L'homme n'est qu'une fourmi collée à leur flanc. C'est lui qui rivette, soude, forme à coups de masse et imagine. C'est de son intelligence que naissent ces beaux paquebots. Pendant ce temps-là, la Brière appartient aux femmes. Ce sont elles qui traient les vaches, arrachent les pommes de terre et ramassent les mottes de tourbe pour le poêle. La tourbe, c'est le pétrole du Briéron. Ce dernier, le soir venu, quitte le grand chantier et reprend le petit train du matin. Pas question pour lui de s'attarder le long des chemins qui mènent aux maisons aux ouvertures discrètes, car sa journée n'est pas terminée. Ouvriers, paysans et pêcheurs, tel est le destin quotidien de cette habile manière de pigouille ou de perche, si vous préférez. Quel étonnant gondolier d'un univers où le quai vénitien n'est qu'un plancher mal taillé. Sa richesse, il la puise à l'aide du carlet, dans l'eau délicate du marais, où se côtoient l'anguille, le brochet, le cendre, sans oublier la loutre, le vison, le canard, la bécassine. Quelques instants de repos à l'Ogivie de la mer pour ces jeunes pêcheurs ramandant leurs filets. La pêche a été de tout temps un art difficile. Elle évolue dès la fin des années 40. La voile cède le pas au moteur diesel. Les bateaux armés de forts chaluts apparaissent. Les fonds marins s'appauvrissant dans les eaux proches des côtes, le pêcheur doit aller de plus en plus loin pour gagner sa vie. François, patron d'un caseilleur, ne compte plus sa misère. Elle lui brise le corps et l'âme. La mer, c'est son jardin, et Marianne respecte son silence douloureux. Elle observe son homme avec une discrétion inquiète. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, François. Flere baby. C'est une heel was heel goed. Monogrim. En deze is weer wel. Monogrim. À cette solitude de François s'oppose la solidarité des jeunes pêcheurs.
Tous ces pêcheurs ont été mousses un jour, comme celui-ci qui navigue sur un tonnier concarnois, un Dundee de 50 tonneaux, encore en activité. La pêche au thon, c'est une traque qui dure de 3 à 6 semaines. Le poisson est vigoureux, rapide, et de plus il se vend bien. Mais il ne se rencontre pas facilement quand il course le maquereau au large des Glénans ou dans le golfe de Gascogne. Le mousse est chargé de préparer les repas, de jouer le rôle du coq, du cuistot en quelque sorte. Le premier thon, c'est pour l'équipage. Il le lave, le coupe en darnes et le sert en ragoût. Sa cuisine n'est pas fameuse, mais elle tient au corps. Après, c'est le retour. La pêche est close, on a viré de bord. Déjà là-bas, on voit le vieux port. À porte de l'aube qui mousse, on va raser nos frimousse. Car dès ce soir, entre deux bons draps, avec nos femmes, on couchera. Les gars de Concarneau qui sont sur l'eau, oh idiot, sur leur petit bateau sont devenus matelots, oh idiot. Ils prennent à chaque instant que la mer s'interroge et qu'ils aiment presque autant que leur femme et leur gosse. Pour un dur métier, c'est un dur métier, soit le gabier. Les gars de Concarneau qui sont sur l'eau, oh idiot, sont de vrais matelots et leurs petits bateaux sont les plus beaux. Les gars de Concarneau qui sont sur l'eau, oh idiot, sont de vrais matelots. Rendu au port, la préoccupation, c'est la famille. Chacun ramène sa godaille, sa part de pêche. Quand la campagne a été bonne, les jours à venir sont moins rudes. Les conserveries tournent à plein régime. Le pêcheur est alors un homme heureux. Souvent, sa femme travaille en usine. Il n'existe pas de personne plus habile qu'elle pour transformer le thon, pour lui faire épouser les contours réguliers d'une boîte ronde. Mais déjà, c'est la prochaine campagne. Yann Le Gall est fils de paysan et travaille à la ferme de ses parents. Il mène son attelage de 2 postiers bretons, ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Il est recommandé d'avoir du calme, de l'intelligence et du bras, qualité que Yann Le Gall doit sans doute à son grand-père, le seul à savoir siffler juste pour faire pisser les chevaux. Mais cette image de la Bretagne est-elle vraiment juste? Écoutons nos professeurs. C'est à la Bretagne que la France doit sa silhouette harmonieuse. C'est à cette presqu'île qu'elle doit son aspect de figure de proue, crânement offerte au vent du large. Ainsi, des milliers d'enfants dans toutes les écoles de France apprennent à connaître le pays breton. Comme il nous semblait arabiscoter ses contours quand nous devions les dessiner. À cet âge, nous affirmions: la Bretagne, pays pauvre couvert d'une mince couche de terre végétale, à travers laquelle pointe le dur granit, est avant tout une province productrice de seigle et de sarrasin. Soyons sérieux. Dès les années 50, la Bretagne a déjà bien évolué. Il n'y a que les manuels scolaires qui ne s'en aperçoivent pas. Dès 1948, la place de la mairie à Rennes devient le carrefour des transports publics. Le tramway, la circulation envahissent la ville. Les agents de police ne savent plus où donner du bâton et du sifflet. Tout s'accélère. Nous avons quelques difficultés à suivre ce progrès dont on nous dit le plus grand bien. Nos habitudes changent, pas nos âmes. L'électricité, la TSF nous deviennent indispensables. L'oreille collée avec jubilation aux haut-parleurs de ces étranges boîtes qui nous donnent des nouvelles de chez nous et du monde entier, nous avons l'impression que notre famille s'est soudain agrandie. L'univers de la lumière, celui du néon, anime désormais les nuits des cités. Parfois, avec naïveté, nous rêvons devant le scintillement de ces étoiles artificielles. C'est comme si nous touchions le ciel du doigt.
les campagnes restent plus discrètes. Observez tonton l'homme. Il fait connaissance avec son tracteur, le premier qu'il ait jamais eu. Il suit les conseils de son neveu Yann Le Gall. Certes, le pilotage n'a rien d'exceptionnel, mais ça roule. N'est-ce pas pour le moment l'essentiel ? En cette seconde moitié du XXe siècle, la mécanisation séduit le travailleur de la terre. Elle diminue sa fatigue et améliore la productivité des fermes, même si ces dernières ne sont pas encore adaptées à ses capacités techniques. Elle ne dépasse guère en moyenne les 12 hectares. Chaque jour, dans les années 50, 10 fermes bretonnes mettent la clé sur la margelle du puits. Nous sommes en 1951. Pour Jean Le Cam de Pontivy, il n'existe pas de solution à son problème. La ferme familiale, par sa petite taille, interdit toute mécanisation et ne permet pas de faire vivre plusieurs familles. Aussi, Jean et son épouse décident de s'exiler, de quitter la terre de leurs ancêtres et de la laisser aux frères aînés. Quitter les siens, effacer son passé et son présent en enlevant quelques souvenirs de moments heureux, engendre toujours tristesse et mélancolie. On déménage sans gaieté de cœur. Que faire d'autre ? Oui, que faire? Crever en silence ou tenter une aventure un peu folle, je vous l'accorde, mais qui peut déboucher demain sur une réussite. Des hectares de terre fertile aux parcelles importantes les attendent en Charente-Maritime. Là-bas, un vieux paysan prend sa retraite et n'a pas d'héritier. Alors, Jean et sa femme rêvent pour leurs 2 enfants d'un avenir moins douloureux que le leur. À en juger par l'accueil qu'ils reçoivent de leurs futurs voisins, des Bretons comme eux, cet avenir-là s'annonce plutôt bien. Madame Le Cam s'étonne de la machine à laver le linge et de l'eau chaude qui coule du robinet de la cuisine. Adieu les corvées de puits. La maison est claire et l'étable. Avez-vous vu l'étable? Une merveille, propre, spacieuse, aérée et éclairée à l'électricité. Les vaches sont traites à la machine. C'est le paradis. Mais à plusieurs kilomètres de Pontivy toutefois. En terre léonarde, on n'aime pas briser les traditions. Il ne viendrait à l'idée de personne de rater le repas de crêpes du vendredi. Ce serait blesser l'amour-propre de la maîtresse de maison. Ne dit-on pas que les colères des crêpières sont plus violentes que les tempêtes d'équinoxe ? N'allez pas vous imaginer pour autant que le respect de la tradition empêche ou retarde la modernisation de nos fermes. Reprenons l'histoire de notre tracteur.
En quelques années, il devient l'outil indispensable du paysan breton. Il tracte, arrache, herse, sème, charrue, pousse et amuse. D'engin de travail, il devient engin de plaisir. Dans les labyrinthes des gymkhanas, les paysans se retrouvent ensemble. C'est là, sous l'impulsion de la jeunesse agricole chrétienne et de leurs syndicats, qu'ils apprennent à se parler, à mieux se connaître, à confronter leurs problèmes quotidiens. C'est dans leur champ qu'ils préparent leur révolution. Le tracteur ne tarde pas à devenir le char d'assaut de la contestation paysanne en 1961. Elle prend naissance dans le Finistère, à la suite de surproduction et de mévente de certains légumes. Les paysans veulent mieux contrôler les intermédiaires qui bloquent leur marché. Le tracteur sort des champs. Il barre les routes et les rues des cités. Les paysans du Léon s'emparent même de la sous-préfecture de Morlaix. On crie alors à la jacquerie. Non, répond Alexis Gourvenec, l'un des meneurs du mouvement, c'est une révolution culturelle. Pisani, le nouveau ministre de l'Agriculture, comprend le bien fondé des revendications bretonnes. Il ne s'incline pas devant les fourches. Pour lui, il s'agit de faire de notre agriculture un élément de l'activité nationale, tout en s'appuyant sur ce qui fait sa force et son originalité, sa dimension culturelle. On organise les marchés, on crée des groupements de producteurs, on indemnise les départs à la retraite. La Bretagne bascule dans la compétitivité. Le paysan devient exploitant agricole. D'autres changements ont lieu. C'est le cas de Joseph Le Borgne, filmé en 1968. Il habite Néant-sur-Yvel, un village à mi-chemin entre Vannes et Rennes. Alors que le jour hésite encore, il s'est levé. Ce ne sont pas les travaux de la ferme qui l'obligent ainsi, non, c'est l'usine. Jean est un animal hybride, un paysan ouvrier. Une nouvelle race de travailleurs que génère la nouvelle usine Citroën à Rennes. Le travail à la chaîne, c'est en réalité sa chance. Il lui procure un travail régulier. Sa ferme, c'est autre chose. C'est son métier. C'est sa terre. Joseph Le Borgne ne se plaint pas. Le progrès technique, ça lui plaît. Il a l'impression de participer à une grande aventure industrielle. En rentrant le soir chez lui, Joseph Le Borgne retrouve ses gestes habituels. C'est comme s'il recommençait chaque jour une nouvelle vie. Il fait partie des 25 000 paysans qui entrent dans le monde ouvrier à cette époque. La vie quotidienne en Bretagne, elle suit son cours. En apparence, tranquille, immuable. Pourtant, nous savons que tout change, là, sous nos yeux.
Observez ce mariage glasique du pays de Quimper. Il nous paraît semblable à celui qu'on célébrait à la fin de la guerre. À regarder de plus près, nous remarquons que les costumes traditionnels sont devenus rares. La jeune génération s'habille en citadin. Elle suit la mode qu'elle découvre dans les magazines. L'ancienne génération reste fidèle à ses ancêtres. Depuis des lustres, ces habits-là sont les siens. Elle s'y sent à l'aise. Quant aux charabans, ils ont disparu. Place au voile blanc pour la mariée et au costume de ville pour le marié. À Pluméliau, dans le Morbihan, le premier dimanche d'août, un ange descend du clocher haut de 46 mètres à l'aide d'un filin pour mettre le feu à un bûcher, symbole de purification. Porteurs de bannières aux enluminures naïves et de statues en bois polychrome tournent autour des 3 fontaines miraculeuses avant de retrouver le silence de l'église pour une année. Ce jour-là, nous fêtons la Saint-Nicodème, un homme qui aimait beaucoup les animaux et eut le plaisir de s'entretenir de la résurrection avec le Christ. C'est aussi les fêtes de la moisson, l'Ugnasad dans l'ancien calendrier celtique. Comme quoi cette ancienne religion n'est pas aussi absente de nos fêtes religieuses qu'on veut bien le dire. En terre bigoudaine, après le pardon, les hommes se rassemblent pour jouer à la galoche. Le jeu est simple. Il faut un bistrot pour le rafraîchissement des concurrents,